Dans le cadre de la Semaine de l'Antiquité, la librairie Ombre Blanche accueillait jeudi 19 mars 2026 Hélène Frangoulis, maîtresse de conférences HDR honoraire en langue et littérature grecque à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès, autour d'une rencontre intitulée « Merveilles et grandes oreilles, regard grec sur l'Inde », organisée en partenariat avec l'Artella, association de la région toulousaine pour l'enseignement des langues anciennes. Merci Catherine. Donc, comme tu l'as dit, il est temps de découvrir ce qui se cache derrière ce titre mystérieux, Merveilles et grandes oreilles, regard grec sur l'Inde. Donc le premier élément à noter, c'est un point de géographie. C'est-à-dire que géographiquement, pour les Grecs, alors j'étais là, donc géographiquement pour les Grecs, l'Inde ne correspondait absolument pas à ce qu'aujourd'hui nous appelons l'Inde. C'est-à-dire pour les premiers auteurs dont nous allons parler, elle correspondait en fait à la vallée de l'Indus, qui avait été conquise par le roi de Perse Darius vers la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Enfin, conquise théoriquement en tout cas, parce qu'elle échappait souvent concrètement à la domination des souverains perses. Donc si on regarde une carte, alors je commence par la carte d'époque, si j'ose dire, la manière dont les Grecs du 5e siècle, avant Jésus-Christ évidemment, se représentaient le monde d'après Hérodote. On voyait l'Indus tout à fait à droite, tout à fait à l'est, avec les Indiens. Alors, je prends une carte un peu plus actuelle quand même, voilà. Et donc, la vallée de l'Indus, si vous regardez, ce n'est pas actuellement en Inde, c'est au Pakistan. C'est dans le territoire actuel du Pakistan. Donc, je reviens un peu en arrière sur les diapos. Et donc, une étape importante ensuite sera celle des conquêtes d'Alexandre le Grand à la fin du IVe siècle. Donc, Alexandre se dirige, voilà, une carte un peu plus précise. Donc, il se dirige vers la vallée de l'Indus, donc à gauche de la carte. Il franchit l'Hydaspe, un petit peu plus à l'est. Il vainc l'armée du roi indien Poros, auquel il confie d'ailleurs son royaume, et il s'arrête au bord de l'Iphaz, donc à l'est, sous la carte que vous avez sous les yeux. Ce qui va permettre aux auteurs postérieurs d'élargir le cadre géographique qu'ils vont décrire à ce qui est maintenant connu, la vallée de l'Indus, et puis à ce qui n'est pas connu, où vont se rassembler les merveilles, c'est-à-dire plus ou moins plus vers l'est, par exemple la vallée du Gange. Le premier auteur grec à avoir écrit sur l'Inde serait un certain Skylax, à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc il aurait été chargé par Darius d'explorer le cours de l'Indus jusqu'à son embouchure. Il a donc composé un récit de voyage appelé le périple, périplus en grec, dont il ne reste que quelques citations, quelques fragments cités par d'autres auteurs, évoquant essentiellement les paysages et puis d'étranges peuplades. On verra quelques extraits, d'ailleurs quelques fragments tout à l'heure. Ensuite, on avance un petit peu dans le temps. Hécatée de Milet, début 5e, dont les écrits sont également perdus. D'après le peu de fragments qui nous restent, il semble essentiellement avoir tiré ses données du récit de Skylax. Et son œuvre s'appelle la Périégèse. Plus connu, Hérodote, évidemment, 5e siècle avant Jésus-Christ. Hérodote qui désigne les Indiens comme les Éthiopiens d'Asie et qui offre un développement assez court, quelques paragraphes, consacrés à l'Inde conquise par Darius, donc, et il insiste essentiellement sur la diversité des peuples, sur leur nombre, sur la taille gigantesque de la faune et de la flore, bref, sur les merveilles, sur les mirabilia, puisqu'on a l'habitude de le dire en latin et pas en grec. Quant à ces sources, ce sont probablement les auteurs précédents, parce qu'Hérodote, bien évidemment, n'est jamais allé en Inde. Gervaise Ctésias, on est fin 5e, début 4e. Bon, j'en parlerai beaucoup plus longuement tout à l'heure, mais pour le moment, je me contente de dire que Ctésias, lui non plus, n'est pas allé en Inde, mais qu'il a tiré son œuvre de ses prédécesseurs, sans doute, et de récits entendus à la cour du roi de Perse.
Donc, ce qui veut dire que jusqu'à maintenant, à part Scyllax, dont il ne reste presque rien, toutes les descriptions de l'Inde sont faites par des prosateurs qui ne sont pas les eux-mêmes. L'étape importante, comme je l'ai dit, ce sera les conquêtes d'Alexandre. Et à partir de là, il y aura différents témoignages, souvent perdus. Alors, je n'ai volontairement pas tout cité. Hein. Le but n'était pas de faire une liste exhaustive. Hein. Je cite juste Néarque, qui était l'un des compagnons d'Alexandre le Grand. Plus tard, au début du IIIe siècle, Mégasténès. Des auteurs qu'on connaît essentiellement par quelqu'un que j'aurais pu indiquer d'ailleurs, qui est Arien, hein, au IIe siècle après Jésus-Christ. Donc l'Inde reste à ce moment-là un pays de mirabilia, mais commence à émerger de plus en plus aussi l'idée d'un pays de sages et de savants. Donc ensuite, je n'ai cité que 2 auteurs, mais il y en aurait d'autres évidemment, hein, qui ont repris les témoignages précédents. Donc Philostrate, IIIe siècle, après Jésus-Christ, hein, maintenant, dans la vie d'Apollonios de Tyane. Et puis quand même, hein, je ne pouvais pas ne pas le citer, évidemment, mon auteur favori, l'un de mes auteurs favoris, en tout cas mon poète favori, donc Nonos de Palopolis, 5e siècle après Jésus-Christ, qui, dans son œuvre intitulée Les Dionysiaques, raconte l'épopée de Dionysos en Inde, hein, et la conquête donc, de l'Inde par Dionysos. Et pour faire le lien avec ce qu'on a dit samedi, conquête de l'Inde pour y répandre l'invention du vin, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de Nonos. Enfin, on en redira un petit mot tout à l'heure quand même. Hein. Mais essentiellement, on va parler donc de Ctésias. Donc Ctésias, c'était un médecin grec, originaire de Cnide en Asie mineure, qui a vécu dans la seconde moitié du 5e au début du 4e, ce qui veut dire qu'il est une génération après Hérodote, et qu'il est contemporain de la guerre du Péloponnèse et de ses suites. Ce qui est important, c'est qu'il a vécu une partie de sa vie en Perse, où il est arrivé dans des circonstances plus ou moins mystérieuses, hein, puisque les témoignages ne sont pas concordants. Bon, il a été sans doute capturé à la guerre. Quand et comment, on n'en sait trop rien, les témoignages varient. Mais en tout cas, il aurait vécu un certain nombre d'années à la cour du roi de Perse et il aurait été le médecin, il a été, là c'est pratiquement sûr, hein, le médecin de la famille royale de Perse. Il serait resté peut-être 17 ans, je dis bien peut-être, et il aurait, conditionnel, quitté la Perse vers 398 avant Jésus-Christ. À son retour, en Grèce. Alors, il est de Cnide, mais il serait revenu en Grèce continentale, probablement à Sparte. Et à son retour en Grèce, il a écrit une histoire de l'Inde, une histoire d'abord de la Perse, les Persicas, en 23 livres, puis une histoire de l'Inde en 1 livre, donc c'est beaucoup plus court, les Indicas. Alors, les œuvres sont perdues, même s'il y a un énorme budget qui les montre, mais on connaît les œuvres de Ctésias par des fragments cités par d'autres auteurs qui disent Ctésias dit que, Ctésias écrit que, et les fragments les plus importants sont connus par un patriarche byzantin du IXe siècle, donc Photios ou Photios, moi je préfère le dire en grec, hein, parce qu'après tout c'était un byzantin, hein, pas un latin. Il y a aussi d'autres auteurs hein, qui le citent. On verra par exemple un extrait tout à l'heure qui nous vient de Pline l'Ancien. Mais avant de parler plus longuement de Ctésias, ce qu'il faut savoir avant tout, c'était qu'il avait une très très mauvaise réputation. En fait, il était réputé comme étant le plus grand menteur de l'Antiquité. Bon, plus qu'Ulysse, je ne sais pas, mais en tout cas comme étant un grand menteur. Et les auteurs qui le citent parlent à son propos, alors j'ai noté quelques termes, de mensonge, d'incohérence, de fatuité, de vulgarité, etc., etc. Alors ce qui est plus intéressant peut-être que cette réputation de menteur, c'est de voir que le personnage en fait a un double aspect, hein, d'après les différents commentateurs que j'ai pu lire. Bon, d'une part, c'est un grec d'Asie mineure, mais grec, hein, marqué donc par l'hellénocentrisme. Très heureux de son retour dans sa patrie, et sa patrie qui est pour lui, comme pour tous les Grecs, le centre du monde, le point de référence. Et donc il veut plaire à son public, donc à un public grec. Et il va composer une sorte de conte qui va ressembler plus à un conte, donc, hein,
qu'à une description scientifique de la réalité. Mais en même temps, c'est un Grec qui a été longtemps prisonnier des Perses. Donc ça a un avantage et ça a un inconvénient. Donc l'avantage, c'est qu'il vivait à la cour du roi de Perse, et l'Inde était sous l'autorité du roi de Perse. Donc il a pu, à la cour du roi, Artaxerxès, rencontrer des Indiens, des ambassadeurs, par exemple. Et donc, il a pu avoir des renseignements de première main. Mais la restriction, ou les restrictions, c'est que lui-même n'y est jamais allé. En tout cas, il ne le dit pas. Hein, il n'y est jamais allé. Et justement, comme il était prisonnier en Perse, comme sa situation de prisonnier lui interdisait d'aller en Inde, il a pu être attiré par ce pays qui lui était inaccessible. Et donc, au lieu de décrire ce pays, eh bien, il va décrire une sorte de rêve de l'Inde. Autrement dit, il va fusionner une base réelle, peut-être, avec des éléments fantastiques. Et il va transformer son séjour d'exil, la Perse, en une terre de barbarie. Et au contraire, on le verra tout à l'heure à la fin, en partie idéaliser le pays voisin auquel il n'a pas accès. Pays voisin qui, encore une fois, correspond pour lui à la vallée de l'Indus et pas à ce que nous appelons aujourd'hui l'Inde. Donc, pour évoquer ce que dit Ctésias sur l'Inde, je vais distinguer donc 3 parties. D'abord, le pays proprement dit, la terre des merveilles, la terre des mirabilia, donc le pays, la flore et la faune. Ensuite, les merveilles des peuples, et il y en a, vous allez voir, dans la faune aussi d'ailleurs. Et enfin, on va essayer d'aller plus loin en montrant que chez Ctésias, il y a peut-être aussi une réflexion sur l'ailleurs, thème de notre semaine de l'Antiquité, avec une vision qui est très tolérante de la société indienne et qui va dépasser le simple catalogue de curiosités. Enfin, pour le moment, on va commencer par le début du catalogue de curiosités. Bon, en ayant quand même toujours à l'esprit que de temps en temps, il s'amuse et qu'il n'est pas forcément dupe de tout ce qu'il raconte. C'est quand même une création littéraire. Alors, il y a beaucoup d'exemples, donc j'ai dû faire un choix, faire une sélection. Donc, pour le pays lui-même, j'ai pris quelques exemples qui permettent de se rendre compte des thèmes préférés de Ctésias et des procédés qu'il emploie. Donc, le soleil, le feu, les sources. Donc, je prends les exemples. Le soleil paraît 10 fois plus grand que dans les autres pays. Il y a un feu immortel qui sur un rocher brûle sans cesse, de nuit comme de jour, que l'eau, loin de l'éteindre, ravive sa flamme. Une source dont l'eau, lorsqu'elle la puise, se caille comme un fromage. Et après, on en fera quelque chose, vous verrez, de cette eau. Une source qui chaque année se remplit d'or liquide. L'or, une fois puisé, se solidifie. Donc, on a un thème traditionnel de ses prédécesseurs, le gigantisme, avec un art de la surenchère, comparatif de supériorité, etc., etc. Il y a le thème également traditionnel des richesses de l'Inde, un pays où abondent les richesses et notamment l'or. Alors, par exemple, Hérodote, avant lui, insistait aussi sur la grande quantité d'or que les Indiens portaient comme tribut au roi de Perse, et sur la manière dont ils se la procuraient en allant chercher des sacs de sable dans un désert rempli de fourmis monstrueuses. Alors, on sait que Ctésias avait lu Hérodote, parce que si les autres auteurs traitent Ctésias de menteur, lui traite Hérodote de menteur dans les Persica. Donc, on sait qu'il avait lu Hérodote. Et là, en fait, dans ce qu'il dit sur cette source qui se remplit d'or liquide, qui se solidifie, il y a peut-être une part de polémique contre Hérodote dans l'explication de l'origine de l'or. Hérodote disait qu'en Inde, l'or venait soit des terrains sablonneux, soit du sous-sol et des cours d'eau. Dans un autre passage, Ctésias dit que l'or ne se trouve pas dans les fleuves, mais dans les montagnes où habitent les griffons. Et finalement, le seul moment où il va lier l'or à l'eau, c'est quand il y a une part de merveilleux. Donc en fait, ce que vous montre Ctésias ici, c'est un monde inversé. L'eau qui rallume le feu, le liquide qui se solidifie. Et à propos de ce liquide qui se solidifie, dans une œuvre que j'ai citée tout à l'heure, La vie d'Apollonios de Tyane de Philostrate, il y a certains moments où Apollonios de Tyane rencontre de sages indiens
et où il interroge les sages indiens sur un certain nombre de mirabilia dont on parle sur l'Inde. Et en particulier, ces sages indiens lui répondent que non, jamais ils n'ont entendu parler d'une source d'or liquide. Ça n'existe pas, selon eux. Alors, je passe aux plantes. Alors là, j'ai pris 2 exemples, parce que ce n'est pas là que c'est le plus monstrueux, donc ça sera plus intéressant ailleurs. Donc, roseau et palmier. Donc là, c'est essentiellement le thème gigantisme et surenchère. Le roseau indien, si épais qu'il faut 2 hommes, les bras tendus pour l'enlacer, et aussi haut que le mât d'un navire pouvant charger 10 000 amphores. Un seul de leurs entreneux, toujours le roseau, permet de faire 2 cargos. Donc ça, c'est directement emprunté à Hérodote, qui dit la même chose. Les palmiers de l'Inde à leur date sont 3 fois plus gros que ceux de Babylone. Mais je pense que plus intéressant, et là je vais y aller progressivement dans les merveilles, on va voir la faune. Alors on commence tranquillement par quelque chose qui fait juste allusion à la taille. Bon, les animaux sont plus grands qu'ailleurs, c'était aussi le cas chez Hérodote, aussi bien les quadrupèdes que les volatiles sont plus grands qu'ailleurs. Donc ici on a les moutons, les chèvres. Les moutons des Indiens et leurs chèvres sont plus grands que des ânes. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est le 2e terme de la comparaison. Ça montre bien la méthode de Ctésias, qui prend toujours comme 2e terme de la comparaison une référence connue de ses lecteurs, c'est-à-dire des Grecs. Autrement dit, il compare le fabuleux, bon là c'est juste des moutons et des chèvres, pire. Donc il compare le fabuleux, ce que ses lecteurs n'ont jamais vu, au connu, ce qu'ils voient couramment. Une façon de mêler les deux et de permettre au fabuleux d'acquérir quelque chose de réel. Alors, on passe au perroquet. Là, il n'est pas tout à fait exclu qu'il ait pu voir des perroquets amenés par des Indiens à la cour de Perse. Donc, le perroquet, qui a selon lui le langage et la voix d'un homme, la taille d'un faucon, une face pourpre et qui porte une barbe noire. Il est lui-même bleu sombre jusqu'au cou. Alors, outre son côté multicolore, on voit que la technique de description est encore une fois de comparer cet oiseau fabuleux pour les Grecs à plusieurs éléments connus, l'homme, le faucon, en lui donnant ainsi une nature hétérogène typique du merveilleux. Mais c'est encore plus significatif pour le suivant, qui est le griffon. Donc le griffon, donc des oiseaux quadrupèdes aussi grands qu'un loup, qui ont des pattes et des griffes pareilles à celles d'un lion. Ils ont des plumes noires sur l'ensemble du corps, mais rouges sur la poitrine. Donc là, il n'est pas simplement comparé à des animaux connus, il s'agit d'une créature hybride réunissant des éléments hétérogènes. Alors c'est une technique très connue des Grecs. Il suffit de penser aux sirènes, mi-femme, mi-oiseau, au sphinx, qui pour les Grecs avait un corps de lion, une figure de femme et des ailes d'oiseau, au griffon, qu'on voit aussi dans l'iconographie grecque, avec un corps de lion et une tête d'aigle, par exemple, dans les fresques de la salle du trône du palais de Knossos, en Crète. Mais ces êtres hybrides étaient aussi extrêmement fréquents dans l'iconographie de l'Empire perse. Et donc l'image que j'ai mise ici, c'est un griffon, effectivement. Un griffon en brique émaillée, qui est un fragment d'une frise du palais de Darius à Suse, datant de 500 avant Jésus-Christ, donc une époque légèrement antérieure à celle de Ctésias, donc des éléments de décoration qui ont pu être vus par Ctésias. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Au départ, je ne l'avais pas mis, puis je l'ai rajouté en me disant que ça aurait été dommage de ne pas le mettre. Donc, je vous présente le Martichoras. Alors, on va voir ce que c'est. Cette bête est très étrange. Il évoque aussi le Martichoras, la bête qui vit dans leur pays, disant que sa face ressemble à celle d'un homme. Il a la taille d'un lion et la peau rouge comme du cinabre. Il a 3 rangées de dents, des oreilles comme celles d'un homme et des yeux pairs semblables à ceux d'un homme. Il a la même queue que le scorpion de terre. Il a des dards répartis çà et là sur les côtés de la queue. Il a aussi un dard tout au bout
comme le scorpion dans le passage que j'ai enlevé. En fait, c'est une bête qui tue soit en piquant avec son dard, soit à distance en jetant son dard empoisonné. Marticoras se traduit en grec par anthropophage, parce que l'animal se nourrit le plus souvent en tuant des hommes, mais il mange aussi les autres êtres vivants. Bon, qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? Je vous la présente. Donc voilà la bête en question. Bon, ça ne nous dit pas ce que c'est. Alors, il y en a qui ont l'air d'être à peu près certains qu'il s'agit du tigre. Un peu fantasmé quand même, le tigre. Alors, le premier à avoir fait cette identification avec le tigre, ça serait Pausanias. Donc, Pausanias qui cite Ctésias et qui dit, ça il doit s'agir, en gros, je résume, il doit s'agir du tigre. Mais bon, un tigre, dit-il, ça ne ressemble pas vraiment à ça, ça ne jette pas des dards pour tuer les gens. Donc, il s'agit de légendes indiennes un peu exagérées qui auraient été reprises par Ctésias. Bon, pourquoi pas. Après, d'autres commentateurs, des commentateurs actuels, pensent aussi qu'il peut s'agir du tigre, le mangeur d'hommes, parce que dans la langue iranienne, excusez-moi, je ne la connais pas, mais bon, le mot qui signifie tigre serait Mardom-Xor, ce qui pourrait ressembler à Marti-Coras. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que cet animal étrange a une longue postérité dans la littérature et l'iconographie. Alors, on le retrouvera chez les Latins sous le nom, non pas de Marticoras, mais de avec un N, Manticore, peut-être parce que Pline l'Ancien aurait mal transcrit, en fait, le mot grec Marticoras, il a transformé le R en N. Et ensuite, l'animal va devenir extrêmement populaire dans les bestiaires médiévaux. Donc, à gauche de la diapo, il s'agit d'un bestiaire datant de 1230, et puis également très populaire dans des traités d'histoire naturelle. Donc les deux que vous avez, les deux autres reproductions que vous avez ici, viennent de traités d'histoire naturelle du XVIIe siècle. Voilà. Et au cas où le nom de Marticoras vous dirait quelque chose dans la littérature française, dans les animaux monstrueux qui apparaissent dans le désert, dans l'œuvre de Flaubert, intitulée La tentation de Saint-Antoine, il y a une description assez monstrueuse du Marticoras, qui ressemble qui doit être directement inspirée de celle de Ctésias. Donc voilà pour les animaux. Passons aux hommes. Et donc vous voyez ce qui peut vous attendre. Alors pour les hommes, donc je vais commencer par une généralité où Ctésias renchérit encore sur Hérodote, sur le nombre. Donc Hérodote il dit simplement « Les Indiens sont, de tous les peuples que nous connaissons, les plus nombreux de beaucoup. » Et Ctésias va encore plus loin. Il dit au sujet des Indiens eux-mêmes qu'ils sont, ou peu s'en faut, plus nombreux que tous les autres hommes réunis. Et passons maintenant à l'apparence. Alors, je n'ai pas mis tous les peuples, il y en a trop, mais j'en ai choisi quelques-uns. Donc, l'apparence et la coutume de certains peuples. Évidemment, je commence par ceux que vous attendiez tous, les grandes oreilles. Alors, voici ce que dit Ctésias des grandes oreilles. Il affirme qu'ils ont des oreilles si grandes qu'elles leur couvrent les bras jusqu'au coude et que vers l'arrière, elles leur enveloppent le dos tout entier. Mais ils ont aussi d'autres particularités. Leurs femmes n'enfantent qu'une fois et les nouveau-nés ont des dents fort belles. Ils ont tous les cheveux et les sourcils blancs dès la naissance. À l'âge de 30 ans, ils commencent à noircir. Lorsqu'ils ont 60 ans, on peut les voir avec tous les cheveux noirs. Ils ont aussi 8 doigts à chaque main et 8 aussi à chaque pied. Donc, toutes ces anomalies physiques se caractérisent par des restrictions, les femmes qui n'enfantent qu'une fois, des excès, la taille des oreilles, les 8 doigts, et par l'inversion d'un processus biologique avec la couleur des cheveux. Bon, où a-t-il bien pu trouver son inspiration, Ctésias? Ou est-ce qu'il a inventé? Est-ce qu'il avait des sources? Alors, en fait, il semblerait
que ce texte, les deux extraits de ce texte qui se suivent, paragraphe 50 pour les deux, et donc, qui sont donc résumés par Photios, il semblerait que ce résumé de Photios attribuerait à une même peuplade des particularités de deux peuplades différentes. Bon, c'est déjà pas mal, remarquez, pour deux peuplades différentes. Et d'après l'un des rares extraits, qui nous restent de Scylax, Scylax distinguait deux peuples, ceux qu'il appelait les autolychnoi, donc les hommes aux oreilles si grandes qu'elles leur servaient d'ombrelle, et les xénotictontes, c'est-à-dire les peuples dont les femmes n'enfantaient qu'une fois. Il ne parle pas des oreilles. Il parle des oreilles, mais dans un autre texte de Ctésias, transmis cette fois non par Photios, mais par Pline l'Ancien. Il est question d'un peuple aux cheveux blancs à la naissance et qui noircissent donc ensuite, et dont les femmes n'enfantent qu'une fois. Mais là, il n'est absolument pas question des grandes oreilles. Donc peut-être avions-nous deux peuples différents qui ont été fusionnés dans un résumé de Photios. Et en dehors peut-être de Scylax, s'il a trouvé son inspiration chez Scylax, il est possible aussi que Ctésias se soit inspiré de légendes indiennes. Alors on trouve, je ne vous garantis pas la prononciation, les Ekagarba, c'est-à-dire ceux qui n'ont, le peuple dont les femmes n'enfantent qu'une fois, et les Karnapravarana, c'est-à-dire ceux qui se couvrent de leurs oreilles. C'est dans le Mahabharata, ces deux peuples. En tout cas, quelle que soit leur origine, ces grandes oreilles ont un long avenir devant elles, puisque chez les latins, on va les retrouver chez différents auteurs sous le terme de panoti ou panotii, avec les panotéens, avec panotii avec deux i. Bon, c'est du latin exactement transcrit du grec, parce que les panoti, c'est ceux qui sont tout entiers oreilles. Ce sont les toutes oreilles. Ils ne sont composés que d'oreilles. Et évidemment, le voilà, il revient, Nonos. Donc, on les retrouve au 5e siècle après Jésus-Christ, dans le catalogue de l'armée indienne qui combat contre Dionysos, avec les Zouatokoitai, ces hommes qui ont pour coutume de dormir sur leurs longues oreilles. Ils vont aussi être populaires dans l'iconographie du Moyen-Âge et du début de la Renaissance. Donc, si je reviens en arrière sur ce qu'était l'affiche, et le titre, la reproduction que vous avez ici est une enluminure qui date de 1556, tirée d'une cosmographie universelle. Si je reprends la gravure que j'avais mise, ici à côté du texte, elle date de 1493 et on retrouve aussi des grandes oreilles, à un endroit plus inattendu, le tympan du narthex de la basilique de Vézelay au XIIe siècle. Donc ça c'est plus inattendu de trouver ça. Parmi tous les peuples monstrueux, on trouve celui-là. Alors changeons de peuple. Et après les grandes oreilles, passons aux têtes de chien. Donc, les cynocéphales. Donc, il semble que Ctésias soit le premier à décrire de façon précise les cynocéphales et à les situer en Inde. Bon, Hérodote mentionnait des têtes de chien en Libye, mais il ne les décrivait pas. Donc, on a des hommes qui ont une tête de chien, ils portent des vêtements tirés des bêtes sauvages, ils ne parlent aucune langue, mais hurlent comme des chiens et comprennent ainsi leur langage. Ils ont des dents plus grandes que celles d'un chien, mais plus longues et plus crochues. Ils ne peuvent même parler, ils se font comprendre par des hurlements, bref, ils aboient, des gestes de la main et des doigts. Hommes et femmes, ils ont tous une queue au-dessus de la croupe, pareille à celle d'un chien, mais plus longue et plus touffue. Ils s'accouplent aux femmes à quatre pattes comme les chiens, s'accoupler d'une autre manière, et chez eux, déshonorant. Alors pour le moment, on va se contenter de relever leur caractère canin et bestial, mais on reviendra sur des coutumes qui pourront plus nous étonner dans un instant. Et je passe au peuple préféré de quelqu'un qui est dans la salle, n'est-ce pas Marie? Donc les sciapodes.
Donc, les sciapodes, le même auteur. Alors, cette fois, c'est un extrait donc, qui est traduit non pas du grec, mais du latin, puisque c'est un extrait qui vient de Pline l'Ancien. Le même auteur, Ctésias, évoque une race d'hommes qui s'appelle les monocolis, les unijambes, qui n'ont qu'une jambe et qui sont d'une étonnante agilité au saut. D'après lui, on les appelle les sciapodes, les pieds ombrelles, ceux qui font de l'ombre avec leurs pieds, parce que par grande chaleur, comme vous pouvez le voir, ils s'étendent à terre sur le dos et se protègent à l'ombre de leurs pieds. C'est vrai que par temps de canicule, ça serait peut-être pas mal de pouvoir faire ça. Alors, ces sciapodes, cette fois, on a un peu plus d'idées sur la source d'inspiration de Ctésias, puisque dans un fragment de Scylax, on trouve des sciapodes, mais qui ont des pieds au pluriel. Là, ils en ont deux. Ils ont des pieds extrêmement larges, et quand vient midi, c'est en se renversant à terre et en tendant leurs pieds vers le haut qu'ils se font de l'ombre. Voilà. Et on trouve aussi dans certaines légendes indiennes les ekapadas, les unijambes, et les talajangas, c'est-à-dire les créatures à jambes de palmier. Alors, je passe à ceux qui pourraient sembler moins étranges au départ. Les galactophages, ceux qui ne se nourrissent que de lait. Ce qu'on a vu avant, on se dit que c'est rien du tout. Mais bon. Les galactophages, Homère les mentionne dans le chant 13 de l'Iliade, mais il les mentionne simplement. On a Zeus qui détourne son regard de la plaine de Troie et qui contemple le peuple des galactophages, constitue sans doute en Scythie. Mais, vous voyez, ils sont quand même étranges. Ils ne se livrent à aucun travail, ne mangent pas d'aliments, ne boivent pas d'eau, ils élèvent quantité de bêtes, des vaches, des chèvres, ils boivent leur lait, rien d'autre. Quand l'un d'eux a un enfant, ce dernier n'a pas le derrière percé et ne va pas à la selle. Il a sans doute des fesses, mais l'orifice est soudé. C'est pourquoi ils ne vont pas à la selle, mais leurs urines forment, dit-on, une sorte de fromage qui n'est pas du tout épais, mais trouble. Je vous rassure, ils ne boivent que du lait. Donc, c'est malgré leur nom qui semble assez anodin, c'est peut-être les plus étranges. Donc, pour Ctésias, j'ai parlé tout à l'heure d'inverser la norme grecque. Les Grecs sont omnivores, les galactophages ne consomment que du lait. Mais en fait, c'est inverser la norme tout court, puisqu'on a une impression d'étrangeté d'autant plus totale qu'on n'a pas d'autre source sur ces personnages bizarres. Mais c'est là qu'il est temps de rappeler que Ctésias n'est pas forcément dupe de ce qu'il raconte, et que parfois il s'amuse. Mais au-delà du jeu, au-delà de la volonté d'écrire un conte oriental pour amuser les Grecs, Ctésias a aussi voulu, et beaucoup de commentateurs l'ont remarqué, il a aussi voulu faire une œuvre sérieuse. Donc d'ordinaire, je passe à la troisième, en faisant une réflexion sur l'ailleurs, sur l'autre. Donc d'ordinaire, un grec, quand il écrit, ou même quand il n'écrit pas, il dispose de deux références. Son pays, le nombril du monde, est le modèle absolu, et puis l'autre, l'ailleurs, le pays autre. Barbare par nature, que ce soit la Perse, l'Égypte, l'Inde, la Lydie, ou tout ce que vous voulez. Mais Ctésias, lui, il a trois références. La Perse, qui est le lieu de sa détention, de son exil, la Grèce, où il est revenu, là où il écrit, dans une perspective qui a sans doute été transformée par ces années de détention, et avec un regard sans doute plus critique sur la Grèce, et notamment sur les guerres incessantes, il est contemporain de la guerre du Péloponnèse, sur les guerres incessantes entre les cités grecques. Et puis, troisième référence, l'Inde, où on pourrait peut-être trouver une terre nouvelle et sans les défauts des deux autres. C'est-à-dire sans les guerres qui déchirent les Grecs, et sans les excès de barbarie ou de torture qu'il a décrits dans les Persicas, à la cour du roi des Perses. Et pour trouver cette troisième voie, pourquoi ne pas observer les Indiens, leurs qualités, leurs coutumes, leur société, d'une autre manière, en dépassant toutes leurs anomalies physiques, et même peut-être en y voyant un modèle. Et donc je commence pour cela par l'explication qu'il donne d'une étrange particularité, qui est la longueur inusitée de leur vie, 120, 130, 150 ans, et même 200 ans. Ça,
C'est un lieu commun, un lieu commun de tous les peuples du bout du monde. C'est une caractéristique que, par exemple, Héliodore attribue aux Éthiopiens. Mais ce qui est intéressant ici, à mon avis, c'est l'explication, sont les explications qu'il donne sur la bonne santé des Indiens, sans oublier que Ctésias est médecin. Donc, en fait, s'ils se maintiennent en bonne santé, c'est en utilisant des éléments trouvés dans la nature pour guérir et prévenir les maladies. Donc, cette eau d'une source purifie la dartre blanche et les galeux. Ceux qui ont bu dans ces cornes, les cornes des ânes sauvages, car en ont fait des gobelets, ne sont, dit-on, sujets ni au spasme ni à la maladie sacrée, l'épilepsie, la maladie sacrée, et ils ne sont pas non plus vulnérables au poison s'ils boivent, que ce soit avant ou après le poison, du vin, de l'eau ou une autre boisson dans ces gobelets. Autrement dit, les Indiens disposent de remèdes prodigués par la nature, mais surtout, ils savent les utiliser. Et outre ce savoir pratique et médical, ils ont aussi, selon Ctésias, des qualités morales incontestables. En deux mots, ils sont justes et ils sont pieux. Alors juste, c'est un leitmotiv qui revient constamment à propos des différents peuples. Bon, j'ai mis 3 exemples, il y en aurait d'autres. Au sujet des Indiens, il dit qu'ils sont très justes. Il parle longuement de la justice des Indiens. Ils sont noirs et parfaitement justes, comme les autres Indiens. Et on peut commencer à trouver là les prémices de la spiritualité indienne qu'on trouvera chez les auteurs postérieurs, avec les brahmanes, qui seront très populaires dans la littérature ultérieure, en particulier après l'expédition d'Alexandre le Grand, et chez Philostrate. Alors, ce n'est pas explicité encore chez Lysias. On a juste des petites touches. Et malgré cette justice, cette sagesse, c'est sûr que les Indiens de Ctésias n'ont rien à voir avec les sages qui vont plus tard converser chez Philostrate avec Apollonios de Tyane. Et ce qui est peut-être surprenant aussi, c'est qu'il n'y a absolument aucune allusion aux castes, alors qu'il y en a chez Philostrate. Tous sont sages, ils sont tous finalement monstrueux par leur apparence, et sages d'esprit et de mœurs, et pieux également, puisque c'est le dernier exemple, ils vénèrent le soleil et la lune. Bon, là aussi, c'est le culte solaire qui est bien attesté chez les Indiens. Mais ce qui est plus étonnant chez Ctésias, c'est la manière dont il décrit l'organisation de la société. Parce qu'on a vu des peuples d'apparence monstrueuse, et tous ces peuples, finalement, sont rassemblés par une organisation très structurée, même s'ils sont tous dans cet immense pays qui est plein de peuples divers. Tous se connaissent, tous ont des relations entre eux, et tous obéissent au même roi. Peut-être une bonne leçon pour les Grecs, qui se déchirent entre eux, et pour le royaume perse, qui ne survit que par la terreur. Alors, j'ai pris l'exemple des cynocéphales, ceux dont on avait relevé jusqu'ici que le caractère canin. Donc, les autres Indiens, avec lesquels ils sont en relation, ils comprennent ce que disent ces derniers. Donc, ils ne parlent pas, ils aboient, rappelez-vous, ou ils font des gestes, mais ils comprennent. Ils ne parlent pas la langue indienne, mais ils la comprennent. Ils apportent aussi d'autres produits qu'ils vendent aux Indiens contre des pains, de la farine et des vêtements en matière végétale. Ils les vendent contre des poignards dont ils se servent pour chasser le gibier, contre des arcs et des javelots, car ils sont fort habiles au javelot et au tir à l'arc. Donc ils font du commerce, ce sont de bons chasseurs, et pas à coups de poing ou de pierre, avec des armes qu'ils fabriquent. Donc ils pratiquent l'artisanat. Et là, vous allez voir pourquoi on a traité Ctésias d'incohérent. Les vêtements qu'ils portent eux-mêmes et leurs femmes ne sont pas faits de peau velue, alors c'était ce qui était dit tout à l'heure, dans l'autre extrait, mais de morceaux de cuir les plus fins qui soient. Les plus riches d'entre eux portent des vêtements de lin, mais ceux-là sont en petit nombre. Celui qui parmi eux passe pour le plus riche, c'est celui qui a le plus de moutons. Les autres biens sont à peu près également répartis. Donc ils s'habillent, ils pratiquent l'artisanat, ils ont des vêtements de qualité et ils disposent eux-mêmes d'une structure sociale. Bref, les cynocéphales valent mieux que leur apparence. Ils vivent en harmonie entre eux, avec leurs semblables,
avec les autres peuples et avec leur roi, parce que tous ces peuples, en fait, sont tous soumis au même roi auquel ils portent des offrandes chaque année. J'ai encore pris les cynocéphales. Ils se fabriquent un radeau, ils y chargent et emportent une cargaison de fruits ainsi que de pourpre dont ils ont nettoyé la fleur. Ils en emportent 260 talents chaque année, le même poids de la substance dont on tire la teinture écarlate et 1000 talents d'ambre. Ils les apportent chaque année au roi des Indiens. Tout est minutieusement compté, comptabilisé, selon un rituel immuable. Ils aboient, mais ils savent compter. Alors, les grandes oreilles, ce sont d'excellents guerriers. Alors, le terme grec, c'est polémistai. Donc, ce sont les seuls, j'y reviendrai dans un instant, qui sont en partie qualifiés peut-être de belliqueux. Ce sont d'excellents guerriers, et 5000 d'entre eux font partie de la suite du roi des Indiens, comme archers et comme lanceurs de javelots. Donc, les Indiens décrits par Ctésias ne sont pas des sauvages sans foi ni loi, ni des bons sauvages, comme on disait certains peuples à une certaine époque, mais tous ont un rôle et une place bien définie dans la société. Ils ont des devoirs, mais ils ont aussi des droits. Le roi des Indiens, en effet, a des devoirs envers son peuple, et il pratique à leur égard le contre-don. Vous voyez, tous les 5 ans, le roi leur fait présent de 300 000 arcs, d'autant de javelots, de 120 000 boucliers légers et de 50 000 poignards. De plus, ce roi des Indiens rend lui-même la justice en utilisant une sorte de sérum de vérité. Or, si l'on pile 3 oboles de cette eau caillée, alors l'eau caillée, c'est l'eau qui est caillée comme un fromage, la première qu'on a vue tout à l'heure. Donc, de cette eau caillée et qu'on les donne à boire dans l'eau, le buveur révèle tout ce qu'il a fait. Pendant cette journée, il perd la raison, il est pris de délire. Le roi l'utilise sur les accusés dont il veut obtenir la vérité. Si l'accusé avoue, il est condamné à se laisser mourir de faim, mais s'il n'est convaincu d'aucune faute, il est acquitté. Alors, qu'est-ce que c'est que ce produit étrange? Certains ont parlé du chanvre indien, cannabis, quoi. On dit, mais bon, ça ne caille pas comme un fromage, à mon avis. Mais bon. Mais surtout, alors que Ctésias avait complaisamment décrit des tortures pratiquées par le roi de Perse dans les Persicas, ici, par comparaison avec la Perse, on se sent dans un pays de paix, même d'ailleurs par rapport au monde grec, où pour les esclaves, la mise à la question était nettement plus expéditive que ça, puisque pour que le témoignage dans l'Athènes du 5e siècle, pour que le témoignage d'un esclave soit pris en compte, il fallait d'abord qu'il ait été torturé, sinon ce n'était absolument pas pris en compte. Et selon des sources postérieures comme Mégasténès, tel que le rapporte Arien, la justice entrait bien, je ne parle pas du sérum de vérité, mais la justice entrait bien dans les attributions du roi indien. De plus, ce roi est le seul à avoir le droit de posséder certaines choses. Par exemple, il y a une huile qui s'écoule du corps d'un ver, V-E-R, l'animal, d'un ver monstrueux qui vit dans l'Indus. Alors, ça pourrait être un crocodile. On a parlé de boa aussi, ou d'un serpent de la mythologie indienne. Bon, en tout cas, cette huile, on l'apporte au seul roi des Indiens. Bon, il y a aussi une huile parfumée qui est issue d'un arbre un peu mystérieux. Là aussi, elle ne peut être acquise que par le roi et par sa famille. Donc, on a un pouvoir qui est très fort, très hiérarchisé, avec à sa tête un roi et ensuite des peuples qui sont tous traités d'égale façon. Toutefois, ce roi des Indiens, maître absolu chez lui, est le vassal du roi de Perse, puisqu'il envoie au roi de Perse des cadeaux, comme par ici l'huile parfumée, le roi des Indiens en a envoyé au roi de Perse, sans qu'il y ait de contre-don. Donc, si on fait le bilan sur l'organisation de la société, on peut se dire qu'à contempler ce tableau de la société indienne, on se rend compte qu'il y a chez Ctésias bien autre chose que chez Hérodote, qui ne disait rien de l'organisation de la société indienne. Il ne parlait que de la diversité des peuples. Donc, en croire Ctésias, on aurait une société paisible, grâce à un pouvoir fort, mais qui est conscient
de ses devoirs vis-à-vis du peuple, on aurait des populations hétérogènes, mais que leurs différences n'empêchent pas de cohabiter et même de faire du commerce, même de se battre côte à côte dans une même armée pour le roi. Même les grandes oreilles, donc les seuls, je l'ai dit, être qualifiés de belliqueux, ils voient leurs instincts guerriers canalisés et récupérés par la société, puisque ils servent comme archers et lanciers dans l'armée du roi indien. Donc une société qui pour Ctésias aurait quelque chose d'idéal, ce qui n'a rien de très étonnant de sa part. Donc il est originaire de Cnide. Cnide a été membre de la Ligue de Délos, donc allié d'Athènes, au début de la guerre du Péloponnèse, avant de faire défection en 412, pour passer du côté des Spartiates. Et jamais dans son œuvre, Ctésias n'a un mot dur contre le principe du pouvoir royal. Même pour les Perses, il critique les excès du pouvoir royal des Perses. Il n'en critique pas le principe. Donc un roi des Indiens qui, lui, ne pratique pas les excès du roi des Perses, avait absolument tout pour lui plaire. Et l'essentiel est peut-être que, quelle que soit leur sauvagerie apparente, quelle que soit leur laideur apparente, tous ces Indiens appartiennent à la société et s'y intègrent sans peine. Donc, je conclus en disant que Ctésias a fait un certain nombre d'emprunts à Scylax, à Hérodote, aux légendes indiennes, peut-être même à Homère ou à Hésiode, puisqu'on a une sorte d'âge d'or avec une nature qui donne tout d'elle-même, que ce soit les remèdes ou l'or liquide. Mais en même temps, on a des peuples qui connaissent les lois, la justice, le respect de l'autorité. Bref, tout se passe comme si les Indiens connaissaient le concept de société civilisée, organisée, tout en gardant les acquis de l'âge d'or. Et c'est d'autant plus intéressant que les écrivains postérieurs ne retiendront pas forcément cette organisation de la société, mais plus soit l'Mirabilia, soit la sagesse des Indiens. Et Ctésias, lui, a su dépasser l'effet habituel de contraste commode entre l'Orient et l'Occident. Dans une vision très hellénocentriste, l'Orient, c'était le domaine du despotisme absolu, et l'Occident, celui de la liberté des Grecs. Bon, Ctésias, il a réussi à aller au-delà et à voir que l'Orient n'était pas forcément synonyme d'oppression et pouvait même offrir un modèle de société idéale pour des Grecs qui étaient confrontés aux déchirures de leur monde à la suite de la guerre du Péloponnèse. Je vous remercie de votre attention. Il s'agissait d'une rencontre avec Hélène Frangoulis, enregistrée à la librairie Ombre Blanche jeudi 19 mars 2026 dans le cadre de la Semaine de l'Antiquité et réalisée par Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre.